Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cet entretien inaugural pour la chaîne YouTube des Horaces qui travaille pour vous depuis près de 8 ans maintenant. Madame la Présidente, pour commencer, difficile de ne pas évoquer le climat de tension internationale avec un monde qui semble basculer de plus en plus vers un scénario angoissant pour les Français, avec beaucoup de peurs qui sont agitées. Comment voyez-vous le monde d'aujourd'hui et l'état des relations internationales ? La réalité, c'est que ça fait des années que nous annonçons que nous sommes dans l'ère de la fin de la mondialisation et que nous allions assister au grand retour des nations. Et qui dit grand retour des nations dit aussi grand retour des éléments constitutifs d'une nation, c'est-à-dire des frontières que les nations vont être amenées à souhaiter protéger, c'est-à-dire des intérêts, évidemment, qui sont ceux des pays et des peuples, et donc à une forme de rééquilibrage des relations, notamment des relations diplomatiques, des relations commerciales. Alors, il est évident que dans cette nouvelle ère, qui n'est jamais qu'une révolution, hein, c'est-à-dire qu'on revient en réalité au point de départ, des relations bilatérales, certains ne parlent plus la langue de la souveraineté. Certains ne parlent plus la langue nationale. Ils ne comprennent plus, ils ne comprennent pas. Et ils sont inquiets, ils s'agitent parce que le monde qu'ils ont construit, qui est le monde du multilatéralisme, qui est le monde de la mondialisation, est en train de disparaître. Et on les sent fébriles, par ailleurs, sur ce sujet. Dans ces conditions, l'Union européenne cherche à sauver sa peau. Parce que l'Union européenne est exactement l'inverse, en fait, des nations. L'Europe des nations, qui était une idée initiale, a disparu, au bénéfice de la création d'un État unitaire européen. Et l'Union européenne, à chaque crise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais s'attribue des compétences qui ne sont pas les siennes, et qu'elle arrache évidemment aux nations. Alors, il y a eu évidemment la crise migratoire, hop, on a piqué la compétence migratoire, et puis il y a eu la crise du Covid, hop, on a piqué la compétence de la santé. Et aujourd'hui, il reste 2 étapes pour obtenir un État unitaire européen. C'est le budget, un budget européen, avec donc des ressources propres européennes, donc des impôts européens, et puis une armée européenne. Et l'Ukraine est un conflit qui est instrumentalisé par l'Union européenne et par Emmanuel Macron, qui souhaite en être le meilleur élève, pour pouvoir définitivement passer les 2 derniers cliquets que sont la constitution d'une armée européenne et la constitution d'un budget européen par l'intermédiaire d'un emprunt européen. Ils ont déjà fait le coup pour le Covid, mais évidemment, ils entendent maintenant systématiser ce recours à un emprunt européen. Voilà, donc, si vous voulez, nous parlons la langue nationale, nous parlons la langue des patriotes, donc nous comprenons que des nations souhaitent, y compris quand elles le font brutalement, comme les États-Unis, défendre leurs intérêts. Mais pour eux, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de leur monde, et ils essayent de faire en sorte que les peuples craignent cette situation. Sauf que là, aujourd'hui, quoi qu'on en pense, ceux qui cherchent à obtenir la paix en Ukraine, par exemple, ce sont ceux qui sont porteurs de l'idée nationale. Et ceux qui cherchent à faire la guerre, ce sont ceux qui sont porteurs de cette supranationalité, en l'occurrence qui se concentrent dans le symbole de l'Union européenne. Je vous avoue que j'ai été frappé par la vidéo qui a été faite par la Commission, où elle montre, la commissaire, le kit de survie, rigolarde. Ça a fait rire. En fait, ils jouent à faire la guerre. Et accessoirement, ils jouent à faire peur aux gens. Il y a des gens sur lesquels ça fonctionne. Et c'est bien malheureux parce qu'ils ont 1000 raisons d'avoir peur de l'avenir. C'est peut-être pas la peine de leur en rajouter. Alors, vous avez évoqué la situation en Ukraine, bien évidemment. Pensez-vous que la France aurait dû jouer un autre rôle que celui que lui a fait jouer Emmanuel Macron ? C'est-à-dire que la France n'a joué aucun rôle, hein, pour le coup, grâce à Emmanuel Macron, ou à cause. Bien entendu, la France est un pays qui a toujours une voix particulière, en réalité, et dans l'histoire du monde. Et elle a abandonné cette voie particulière.
elle a délégué sa diplomatie à l'Union européenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois qu'elle touche à quelque chose, la chose en question disparaît. Je ne vais pas rappeler l'acier et le charbon, il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de charbon. Je ne vais pas parler de l'agriculture qui est en train de s'effondrer du fait de l'Union européenne. Et la diplomatie, il en est de même. La diplomatie s'effondre parce que l'Union européenne s'en est chargée. Donc la France, ce pays de la sagesse, ce pays de l'équilibre, dont on disait qu'il était non aligné, c'est-à-dire en réalité qu'il n'était pas sous l'influence des grandes puissances, cette voie s'est éteinte. Elle n'a pas disparu, elle peut renaître, mais pour l'instant, elle est éteinte. Et la séquence est cruelle pour Emmanuel Macron. Elle est cruelle pour nous autres, d'ailleurs, Français. Parce qu'en fait, on a de la peine lorsque l'on voit le président des États-Unis négocier la paix en Ukraine avec la Russie, en Arabie Saoudite, ou alors avec les Turcs. Et que la France n'a aucun rôle à jouer. C'est terrible, c'est un sentiment de déclassement, c'est une forme d'humiliation pour le peuple français que nous sommes. J'avais, dès le début du conflit en Ukraine, demandé que la France soit à la tête de l'organisation d'une grande conférence de paix. Et autour de la table, il fallait qu'il y ait évidemment tous les pays qui avaient un intérêt à la résolution du conflit. Les pays baltes, bien sûr, mais aussi la Turquie, mais aussi les Nations Unies. Il y avait deux exceptions de gens que je ne voulais pas voir autour de la table, c'était l'Union européenne et l'OTAN, car je pense qu'ils n'ont rien à y faire. Tu as entendu que cette conférence qui visait à travailler sur un chemin de paix devait se saisir de l'intégralité des problématiques qui sont nées de ce conflit ukrainien. Parce qu'il n'y a pas que la frontière russo-ukrainienne. Il y a beaucoup d'autres problèmes à régler, beaucoup d'autres conflits frontaliers à régler, pour que nous n'ayons pas en cette paix les germes de la guerre ou des conflits futurs. Et voilà, et la France n'est pas là. Et peut-être parce que la France n'est pas là, et si la paix intervient, elle ne sera peut-être pas une bonne paix durable. Justement. Marine Le Pen, vous avez évoqué tout à l'heure la volonté de la Commission européenne de créer une armée européenne. Et on le sait, de gigantesques appels de fonds vont être faits pour financer le programme qu'on appelle ReArm EU. Est-ce que vous pensez qu'il faut se réarmer de cette façon-là, ou est-ce que vous pensez que l'indépendance nationale est encore possible au XXIe siècle ? Elle est d'autant plus possible que c'est le choix de toutes les nations du monde, à part nous, en fait. Enfin, on n'a pas non plus se faire paraître pour plus intelligents que nous sommes. C'est là où nous sommes stupides, c'est que nous avons abandonné ce que toutes les nations ont conservé, c'est-à-dire la souveraineté totale, évidemment, notamment sur leur armée. Donc, je suis très opposé aux propositions qui sont faites par l'Union européenne, car je vois très bien où elles vont arriver. On va créer un emprunt européen. Je vous rappelle que le dernier emprunt Covid, nous avons obtenu pour le plan de relance 40 milliards et le risque au potentiel en termes de remboursement pour la France est 80 milliards. Donc le double, ce qui est évidemment considérable. Bon, ça va être exactement la même chose pour cet emprunt. Et je les connais maintenant très bien. Je vois bien où est-ce qu'ils veulent arriver. Comme je vous l'ai dit, ils veulent arriver, en réalité, à un budget européen, donc une gestion budgétaire européenne, donc des impôts européens, parce que, ah bah oui, mais alors les ressources propres, bon, moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça est cousu de câbles fluorescents, en fait. Moi, je pense que la France est un peu préservée dans le domaine militaire. Elle a certes une armée échantillonnaire, mais c'est un format complet. Et elle a surtout un avantage considérable, qui est l'avantage de la dissuasion nucléaire, dont je rappelle à ceux qui nous écoutent que ça nous a coûté une fortune. Je veux dire, c'est pas tombé du ciel, cette dissuasion nucléaire. Nous l'avons construite au fur et à mesure des générations, mais nous l'avons aussi payée. Car le nucléaire en France, civil et militaire, tout ce que les Français ont payé pour lui
c'est l'équivalent de 2 années de PIB du pays. Donc tout ça, ça s'est fait au détriment d'autres choses. Vous voyez, cette liberté-là, cette dissuasion, nous y sommes très attachés, mais nous avons fait les sacrifices pour l'obtenir. Donc vous imaginez bien que quand j'entends le président Macron nous dire que, bon, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas cette dissuasion nucléaire, je suis un peu tendu, dirons-nous. Ce budget européen, j'y suis très opposé, mais surtout, si vous voulez, on nous dit c'est honteux, les pays européens n'achètent pas européen. Moi, je peux entendre ce reproche, mais les nations sont souveraines. Les nations sont souveraines. Si la Pologne a envie d'acheter des F-35, on ne peut pas l'empêcher d'acheter des F-35. Et moi-même qui suis souverainiste, je ne vais pas les empêcher, eux, d'acheter des F-35 parce que je nuirais à leur souveraineté. Mais il y a juste un truc, c'est qu'ils ne vont pas acheter les F-35 avec mon argent. C'est ça le sujet. On ne va pas financer un grand plan d'armement qui viserait à aller soutenir l'industrie militaire américaine avec les risques dans le domaine de l'autonomie que l'on connaît. Parce que l'on sait très bien que le droit de suite des Américains sur leur matériel militaire, ce qui n'est pas la stratégie ni la philosophie de la France, fait que les États-Unis ont un regard, voire plus, sur l'utilisation qui est faite par les nations souveraines du matériel qui leur a été acheté. Bon, encore une fois, c'est leur choix. Mais enfin, vous imaginez bien qu'avec la situation budgétaire de la France, on ne va pas contribuer à rentrer dans cette opération dans laquelle nous n'avons absolument aucun bénéfice. Un dernier mot sur la défense. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà estimer quelles sont à peu près les sommes du PIB qu'il faudrait consacrer à la défense ? Ou est-ce que vous considérez qu'il faut raisonner en termes d'orientation stratégique ? Bon, alors d'abord, moi dès 2012, je réclamais que le budget de la défense monte à hauteur de 3%. Donc aujourd'hui, ils découvrent l'eau tiède et ils disent, en règle générale, c'est à peu près la moyenne d'ailleurs, 10 ans après ce que j'ai dit il y a 10 ans. C'est bien, mais c'est autant de temps perdu, en réalité. Donc il faut investir. Mais on ne peut pas... les tuyaux de notre base industrielle de défense sont comme ça. Vous aurez beau vouloir y injecter des centaines de milliards, ça n'entrera pas dans les tuyaux. Parce qu'il faut monter en puissance pour une industrie de défense. Il faut réindustrialiser, il faut sécuriser et solidifier la base arrière, c'est-à-dire toutes les PME sous-traitantes qui sont actuellement dans de grandes difficultés. Pourquoi ? Parce que même nous, la France, nous avons réussi à faire le choix d'aller fabriquer un certain nombre de, par exemple, les chaussures de l'armée en Tunisie, etc., etc. Donc même nous n'avons pas eu cette démarche, qui est une démarche évidemment de patriotisme primaire. Mais il n'en demeure pas moins que il y a une montée en puissance qui est nécessaire et que pour que cette montée en puissance puisse se faire, il faut renforcer considérablement notre base industrielle. Mais nous avions pensé à tout ça. J'ai vu que là, ils annonçaient un fonds souverain. Ça me fait rire. Un jour, on notera la contribution que le Rassemblement national aura fait à la politique française. Je proposais ça, moi, déjà, lors de la dernière présidentielle. Un grand fonds souverain, beaucoup plus sécurisé que celui, en revanche, qui est proposé par le gouvernement, qui d'ailleurs ne s'appliquait pas seulement dans le domaine de la défense, dans mon esprit, mais en réalité avait vocation à faire des Français des actionnaires de la Maison France, et en se disant, je préfère emprunter aux Français et leur livrer un intérêt intéressant parce que je vais investir dans des entreprises qui fonctionnent et qui ont de l'avenir, et l'industrie militaire fait partie de cette catégorie, plutôt que d'aller emprunter et d'engraisser les marchés financiers. Bon, donc c'était un principe assez sain. Je vois qu'une partie de mon idée a été reprise, je m'en félicite. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Oui, comme beaucoup d'autres, mais non, mais je n'ai pas de susceptibilité d'auteur. Je vois juste le temps qui est perdu, en fait, entre le moment où on expose une idée qui est absolument nécessaire et le moment où elle finit par être, en général, mal
mise en œuvre. Donc il faut réfléchir intelligemment, peut-être d'ailleurs après tout la négociation avec les États-Unis, la négociation ne consiste pas peut-être à passer par on va interdire aux États européens d'acheter américain. Peut-être que la négociation, elle serait de se tourner vers les États-Unis, nous qui sommes une grande nation industrielle militaire, pour dire comment peut-on faire en sorte qu'il y ait une opérabilité supplémentaire entre votre matériel et le nôtre. Peut-être est-ce là un sujet de discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que fait l'Union européenne, ce qu'elle dit, a en réalité peu de chances d'arriver à un résultat performant. Nous ruiner peut-être. Vous étiez, Madame la Présidente, il y a peu reçue par le président Déby au Tchad. Ce même président Déby qui a demandé à la France, présente sur son territoire depuis plusieurs décennies, de retirer ses forces armées. Pouvez-vous nous dire quel est aujourd'hui l'état des relations entre nos deux pays et plus généralement l'état des relations entre la France et le continent africain ? Eh bien, très mauvaise, mais est-ce que c'est la France qui est en cause? Je ne crois pas, c'est Emmanuel Macron en réalité qui est en cause. Emmanuel Macron, dont je vous rappelle que lorsqu'il a été élu, il avait été présenté comme étant susceptible de merveilleusement représenter la France à l'étranger, de faire grandir l'influence de la France à l'étranger. C'est un cataclysme. C'est un cataclysme. Notre influence n'a jamais été aussi pauvre que depuis qu'Emmanuel Macron est président. Nous avons, la France, été éjectés d'à peu près partout en Afrique, c'est-à-dire des pays avec lesquels nous avions des relations parfois depuis plus de 100 ans, avec lesquels nous avions des liens de confiance, des liens d'amitié. Il a réussi à les rompre. Ça, c'est la réalité. Et le Tchad en est peut-être la plus grande démonstration. Donc, il y a en Afrique des pays francophones qui ont le sentiment que Emmanuel Macron a plus d'intérêt pour les pays anglophones que pour les pays francophones. Ils n'ont pas tout à fait tort. Il n'y a qu'à voir le comportement d'Emmanuel Macron avec le Rwanda, qui a eu à l'égard de la France un comportement pour le moins cavalier. Quand même, hein. Ils ont quitté le français pour l'anglais, ils sont rentrés dans le Commonwealth, enfin j'en passe à des meilleurs. Ils s'attaquent à des alliés et des amis de la France, je pense évidemment à la RDC. Et donc il y a un sentiment d'incompréhension et d'injustice de la part de ces pays francophones. Mais ils ne désespèrent pas de la France. Ils désespèrent d'Emmanuel Macron. Voilà, la rupture, elle est avec Emmanuel Macron, elle n'est pas avec la France. Je l'avais dit lorsque j'étais allé au Sénégal, où nous sommes partis aussi. J'avais dit, c'est pas la France le problème c'est Emmanuel Macron. Donc ça laisse espérer qu'avec un autre dirigeant, la situation puisse à nouveau être positive. Mais encore faut-il que l'on aborde les relations avec les pays africains avec d'autres yeux, un autre cœur peut-être, et un autre esprit que celui avec lequel Emmanuel Macron a agi. Les nations africaines sont des nations souveraines. Il faut leur parler et interagir avec eux avec respect, dans le respect de leur souveraineté, dans le respect de leur identité, dans le respect de leurs lois, de leurs codes, de leurs mœurs. Or, qu'a fait la France depuis des années? Elle s'est soumise à cette folie européenne qui consiste à penser que l'on peut faire du chantage au pays. En disant, bon, on veut bien vous aider, on veut bien investir, mais alors la contrepartie, c'est ça, 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 ça. Et vous allez faire voter telle loi. Les dirigeants africains nous disent, mais si je fais passer cette loi, madame, c'est le chaos dans mon pays. Parce que mon peuple n'est pas le vôtre. Et que la première des choses à faire quand on est respectueux de la souveraineté des nations, c'est de respecter aussi la culture de ces pays. C'est une des raisons, évidemment, de la rupture. Et c'est une grande responsabilité de l'Union européenne, et évidemment une immense responsabilité d'Emmanuel Macron, que d'être coulé, en réalité, dans cette forme de sentiment de supériorité. Voilà. Donc tout est à faire, tout est à refaire, et on le refera. Mais la première des choses, c'est peut-être d'aller voir ces pays francophones en leur disant, parce que vous êtes des pays francophones, vous allez être privilégiés dans vos relations avec la France. Je vous donne un exemple.
nous accueillons des milliers d'étudiants étrangers. Écoutez, pourquoi ne pas dire à ces pays francophones, parce qu'il en va aussi de l'influence de la France, et parce qu'il en va de l'énergie de la francophonie, eh bien, vous aurez un accès prioritaire à nos universités. Et puis, à charge, bien entendu, que vos étudiants, à l'issue de leurs études, reviennent dans votre pays, ceux avec lesquels ils sont parfaitement d'accord, car ils se plaignent partout, en fait, d'une sorte de vol de leur cerveau. Ils nous disent, si vous nous prenez nos meilleurs étudiants, vous les formez, vous les gardez, ça veut dire que vous nous condamnez, en réalité, à ne jamais pouvoir mettre en œuvre le progrès que ces jeunes à la tête bien faite pourraient apporter à leur pays. Donc, il faut leur donner une priorité, quitte d'ailleurs, dans les années qui suivent, à pouvoir faire éventuellement des filiales d'universités françaises dans les pays en question, avec les nouvelles technologies maintenant, avec les visioconférences, etc. Il est évident qu'on peut développer ces partenariats de manière spectaculaire. Et puis sur le plan économique, enfin, je veux dire, nous savons faire des choses extraordinaires en France. Il y a des manques très importants. Au Tchad, par exemple, il manque considérablement d'industries de transformation agroalimentaire. Tout est transformé au Cameroun. Bon. On sait faire ça, nous, l'agroalimentaire, on est bon. Vous voyez, il y a des choses qu'on sait moins faire, mais ça, on sait vraiment faire. Donc, voilà, l'étendue des possibilités est énorme, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et la relation de confiance avec Emmanuel Macron, elle est rompue. Revenons au plan national, si vous le voulez bien. Je pense que les Français comprennent maintenant qu'ils ont affaire au mur de la dette, qui arrive et qui va obérer très gravement les finances de la France pour les années à venir. Comment arriverez-vous à concilier l'impératif de faire face à cette dette et d'assainir les finances publiques avec l'impérieuse nécessité de protéger les classes moyennes et populaires? Alors, d'abord, la première des choses, mais c'est tout, c'est l'étendue des critiques qu'on a pu formuler à l'égard du gouvernement Barnier. Donc, la première des choses, quand on est le champion du monde de toute catégorie des impôts et des taxes, c'est d'arrêter de les augmenter. Bon. C'est pour ça que nous avons décidé de censurer M. Barnier, puisque 40 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 milliards sur nos entreprises, ça n'était pas évidemment supportable ni envisageable. Et puis, il faut faire d'abord des économies. Je sais que c'est un gros mot, c'est très difficile aux oreilles de nos dirigeants, des économies sur le train de vie d'État, pas des économies sur les Français, pas des économies sur leur retraite, pas des économies sur le système de protection sociale, des économies sur le train de vie de l'État. Bon, nous avons fait toute une série de propositions qui passaient notamment par les comités Théodule, les agences, l'efficacité. Et croyez-moi, des économies, il y en a énormément à faire parce que des gaspillages, il y en a énormément en réalité dans notre pays. Chacun veut avoir son bidule. Voilà. Alors, à chaque fois qu'un type arrive, il dit « je vais créer un bidule ». Oui, mais il ne supprime pas le bidule d'avant. Donc bidule sur bidule sur bidule, surtout quand il y a un ministre tous les 3 mois, un Premier ministre tous les 3 mois, permettez-moi de vous dire que ça commence à devenir véritablement compliqué. Et puis, il faut réindustrialiser le pays. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est d'ailleurs le problème des salaires, personne ne le dit, mais la réalité, elle est là, c'est que la productivité du travail qui a stagné pendant longtemps sous Emmanuel Macron, contrairement à l'OCDE, où elle augmente, et là est en train de baisser, elle est liée au fait que nous nous désindustrialisons. Et donc, il faut évidemment qu'on réindustrialise le pays. Mais pour réindustrialiser le pays, il y a un préalable qui est le prix de l'énergie. C'est l'éléphant dans le couloir. Tout le monde fait mine de ne pas voir cette évidence. Je vais vous dire une chose très claire. Si au moment de la guerre en Ukraine, quand les coûts de l'énergie ont explosé, la France avait eu sa propre tarification de l'électricité, c'est-à-dire un coût de l'électricité fondé sur ses coûts de production à elle, nucléaire, hydroélectricité, le prix de l'électricité français aurait été tellement attractif
qu'on aurait pu réindustrialiser le pays sans rien prendre d'autre comme décision. Spontanément, naturellement, non seulement nos entreprises seraient revenues, mais en réalité, les entreprises européennes seraient venues en France pour venir chercher cet élément de compétitivité majeur qui est le prix de l'énergie. Nous avons donc une fois de plus gâché une opportunité historique. Là encore, c'est pas trop tard, hein, mais c'est déjà le préalable. Après, il y a les normes. Il faut arrêter avec les normes européennes, la surtransposition. Tout cela, il faut bien comprendre que c'est un coût supplémentaire pour les entreprises. Et c'est en plus un obstacle au développement des petites entreprises. Parce que plus il y a de normes compliquées, plus il y a de papiers à remplir, plus il y a de pression administrative, plus les grands groupes y arrivent parce qu'ils ont une armée de juristes qui se chargent de remplir. Mais les petites, elles ne peuvent pas. Le poids que ça fait peser sur elles les rend non rentables. Et en plus, crée évidemment un différentiel de compétitivité avec ceux qui ne supportent pas ces mêmes normes. C'est là où il y a le paradoxe de l'Union européenne. En même temps, ils nous chargent. Alors, on a un sac à dos qui fait 100 kilos. On a 2 boules à chaque pied. On a les mains attachées dans le dos. On nous met un bandeau sur les yeux et dans le même temps, on ouvre grand les frontières commerciales avec des accords de libre-échange que l'on multiplie au point qu'on est aujourd'hui dans un accord de libre-échange mondial. C'est plus la peine d'en passer. De toute façon, c'est avec le monde entier qui, eux, n'ont pas les mêmes salaires. Ça ne veut pas dire que je souhaite qu'ils aient les mêmes salaires que nous, ils ne pourraient pas, ou je souhaite qu'on ait les mêmes salaires qu'eux. Il n'en est pas question. Mais pas les mêmes salaires, pas les mêmes normes, pas les mêmes normes sanitaires, etc. C'est pas possible, ça ne tient pas. Si vous le savez, n'importe qui, en première année d'éco, comprend que ça ne peut pas tenir, ce système-là. Donc, énergie, c'est d'abord une urgence. Deuxièmement, les normes pour libérer nos entreprises et leur permettre de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Parce que, je suis désolée, mais ça n'est pas le rôle de l'État de créer de l'emploi, en fait. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Encore faut-il leur permettre de le faire. Et à partir du moment où vous faites ça, et où, par ailleurs, vous économisez sur ce que j'appelle les dépenses toxiques de l'État, parce que ce sont des dépenses toxiques, eh bien, vous allez vous porter beaucoup mieux. Dans ces dépenses toxiques, il y a le deuxième éléphant dans le couloir. Deuxième couloir, deuxième éléphant, l'immigration. Parce que l'immigration nous coûte une fortune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et nous continuons à accueillir légalement 500 000 personnes par an. 500 000 personnes par an. Qu'il faut loger, puisqu'il y a un droit au logement. Qu'il faut soigner, puisque on prend en charge gratuitement, y compris ceux qui sont venus sans nous demander notre avis, c'est-à-dire les étrangers illégaux. Dans le même temps, on continue à mettre en place le visa pour soins. Ah, ça, c'est une découverte française. Ils en sont fiers. En effet, la France est le seul pays au monde, à avoir un dispositif de ce type. Le visa pour soins. C'est vrai. Vous êtes très malade d'une affection grave qui va évidemment coûter extrêmement cher à être soignée, qui va nécessiter des greffes de reins, des traitements extrêmement onéreux. Vous arrivez en France, vous attendez quelque temps et vous demandez un visa pour soins et vous êtes soigné gratuitement en France au motif que vous n'avez pas la capacité d'accéder dans votre pays, y compris pour des raisons financières d'ailleurs, au traitement. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible d'autant plus lorsque parallèlement, on vous explique qu'on va rationner le remboursement des pansements, ce qui est quand même une mesquinerie rare. Vous voyez, donc ce niveau d'injustice et ce niveau de dépenses absolument inouï, qui n'est pas au bénéfice des Français, qui met en danger le système de protection sociale. Parce qu'un système de sécurité sociale ne peut pas être, elle ne peut être que nationale, elle ne peut pas être mondiale. Vous ne pouvez pas prendre en charge, encore une fois, les soins de l'ensemble de ceux qui veulent bien venir. C'est pas possible.
les loger, enseigner à leurs enfants, des places dans les écoles, les soigner, leur trouver un emploi alors qu'il y a 5,5 millions de Français qui sont au chômage. Enfin, c'est absolument impossible. Et peut-être cerise sur le gâteau, tous les autres pays européens sont en train de se rendre compte qu'ils ont en réalité opéré une folie avec l'immigration, sous la pression d'ailleurs de l'Union européenne. Ils sont donc tous en train de resserrer la vis. Qu'est-ce qui se passe quand tous les pays autour de vous resserrent la vis et que vous ne le faites pas? Eh bien, vous êtes le réceptacle de tous ceux qui sont interdits dans les autres pays. Donc, je vous l'annonce, s'il n'y a pas un changement radical de politique dans ce domaine, nous n'arriverons plus à faire face, puisque nous n'arrivons déjà pas à faire face. Voilà. Pour poursuivre justement sur le terrain de l'immigration, le gouvernement autrichien vient de faire savoir que dans quelques jours, il prendrait un décret pour suspendre tout regroupement familial. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de mesures? Mais bien sûr que oui. Il faut un moratoire absolu sur l'ensemble de ces dispositifs. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, on me dit parfois, quand on me caricature, oui, vous allez monter des murs avec des barbelés. Non, je ne vais pas monter des murs avec des barbelés. En revanche, je vais mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Et je ne m'interdirai pas de contrôler mes frontières, n'en déplaise à certains. Politique dissuasive d'immigration, c'est-à-dire une politique qui fait que la personne qui veut immigrer, notamment illégalement dans notre pays, n'obtiendra rien. Donc elle n'a pas d'intérêt à venir, puisqu'elle n'obtiendra rien de plus que ce qu'elle a dans son propre pays. Alors c'est ça, en fait, le moteur, bien souvent, de l'immigration illégale. Donc ça s'appelle la politique dissuasive. Puis après, il y a une politique de protection des frontières, de décision politique. Celle-là n'est pas faite non plus. Voilà, c'est le laxisme. Aujourd'hui, la France est une sorte de structure métallique dont on aurait desserré l'intégralité des boulons. Alors, quand vous êtes de loin, vous vous dites, mais ça tient en fait, cette structure métallique, une espèce de tour Eiffel, vous voyez, dont on aurait desserré les boulons. De loin, on se dit, c'est très beau, ça tient, c'est impeccable. Et puis plus vous vous rapprochez, et plus vous vous rendez compte que c'est branlant, et il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 boulons qui tombent pour que l'intégralité de la structure s'effondre. Eh bien, j'aimerais bien arriver au pouvoir avant ça. Parce que c'est plus facile de resserrer les boulons que de remonter la structure. Je voudrais venir maintenant sur un sujet qui nous est cher à tous les deux, celui des Outre-mer. Et nous savons, vous et moi, quelle valeur ajoutée apportent ces régions à la nation, que ce soit d'un point de vue humain, patrimonial, culturel, intellectuel, maritime, géostratégique. Et pourtant, cette France du grand large est aujourd'hui dans un très piètre état. Alors, comment en sommes-nous arrivés là et comment pouvons-nous relancer la dynamique dans cette France lointaine? Alors, comment sommes-nous arrivés là? Bon, d'abord parce que je pense qu'il y a eu un désintérêt à l'égard de l'outre-mer, très clairement, et de nos compatriotes d'outre-mer. C'est vrai que le dernier qui a apporté un intérêt, c'était Chirac, et puis après, il n'y avait plus personne. Tout le monde s'en moquait, tout le monde considérait qu'il fallait regarder l'outre-mer avec une vision comptable, combien ça rapporte, combien ça coûte. Et comme ils n'ont aucune vision d'avenir, comme ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, ils n'ont aucune imagination non plus, eh bien, ils ne voyaient que les coûts, ils ne voyaient pas l'apport considérable que représentent nos territoires d'outre-mer. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'outre-mer dans le cadre du développement, de l'influence et de l'économie de la France. Voilà, de l'économie française. Il faut, et nous sommes en train d'ailleurs de le faire, réfléchir à un plan de développement économique pour chaque outre-mer, car chaque outre-mer est différent en réalité. Chacun est dans un endroit différent, a des atouts qui sont différents. Et donc, s'appuyer sur eux et leur dire d'ailleurs qu'ils sont une gigantesque chance, en fait, pour notre pays, et pas une charge. Vous voyez, parce que là aussi,
il y a un désamour de la classe politique bien souvent ressenti par nos compatriotes d'outre-mer. Et donc, du désamour naît la méfiance à l'égard de l'État qui, disons-le clairement, a abandonné les territoires d'outre-mer. Enfin, il faut quand même être conscient, nous le disons, nous le répétons, on accepte des choses, en fait, en outre-mer qu'on n'accepterait nulle part ailleurs. Je veux dire, quel département français accepterait d'être privé d'eau potable un jour sur 3, de voir 30% de la population ne pas avoir d'eau potable? Quel outre-mer, quel département supporterait l'enfer que vivent nos compatriotes mahorais en termes d'immigration clandestine, d'insécurité, problèmes sanitaires, l'eau, et depuis Chido encore plus, la nourriture. Qui accepterait ça? Pourquoi est-ce qu'on demande à nos compatriotes d'outre-mer d'accepter ce que personne dans l'Hexagone n'accepterait? Pourquoi? Moi, je considère que ça n'est pas admissible. Mais en même temps, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut leur proposer? Qu'est-ce qu'on veut réfléchir avec eux? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et en faire chacun presque des porte-avions du développement économique du pays, des porte-avions de l'influence qu'ils peuvent avoir régionalement. Donc je crois que là encore, c'est la volonté politique, c'est l'imagination, c'est la capacité à projeter notre puissance de nation qui manque en fait à la classe politique française. Une dernière question, Marine Le Pen. Ce que vous venez d'évoquer à propos des Outre-mer peut également être évoqué à l'égard du territoire métropolitain. Il y a des fractures sociales qui sont terribles. On a des pans entiers de la population qui sont traités autrement. Je pense aux ZFE, par exemple. Il y a vraiment une fragmentation du peuple français et une grande souffrance en réalité. Est-ce qu'on peut encore parler de France à ces gens-là? Est-ce que c'est vraiment le dernier dénominateur commun? Ah, bien sûr, on peut leur parler de France, mais ça va être beaucoup plus compliqué de leur parler d'égalité, quoi. Quand on explique aux pauvres que parce qu'ils ont une vieille voiture, ils ne vont pas pouvoir aller dans la grande ville, voir leur grand-mère aller dans un commerce, se faire soigner dans le grand hôpital de la ville, étant entendu qu'il n'y en a plus d'hôpitaux ailleurs, ça va être compliqué de leur parler d'égalité. Parce que vous les entendez, notre classe politique, hein, ils se rengorgent en permanence, liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce qui reste de la fraternité dans ces cas-là? Qu'est-ce qui reste de l'égalité quand on met en place en fait un apartheid social? Donc c'est pas admissible. Et c'est tellement pas admissible que ça fait 4 ans que nous luttons au Rassemblement national, par exemple, contre les ZFE qui interdisent aux voitures anciennes d'entrer dans les villes. Et nous avons obtenu quelques succès, puisque hier, nous avons fait voter en commission la suppression des ZFE. Voilà. Alors j'espère qu'en plénière, le résultat sera le même. Mais il faut ne jamais abandonner ce combat de l'égalité. Et ce combat de l'égalité, il est en train d'être perdu, encore une fois, par une soumission à des normes qui sont des normes absolument toxiques sur le plan de l'unité du pays, toxiques sur le plan des liens sociaux, profondément injustes, et on gagnera. On va faire reculer tout ça. Voilà, c'est comme les DPE, enfin, l'interdiction de louer ou de vendre sa maison en raison du diagnostic de performance énergétique, par ailleurs éminemment contestable dans les critères qui sont utilisés. Mais ça, c'est une machine à fabriquer des centres-villes morts, des villages morts, et même un pays en ruine sur le plan immobilier. Parce que si votre maison ne vaut plus rien, parce que vous ne pouvez plus la vendre, vous imaginez bien que si elle vaut demain 20 000 euros, parce que vous ne pouvez plus la vendre, vous n'allez pas faire des travaux de 30 000 euros dedans. On laissera tomber la maison. Donc elle tombera en ruine. Et notre si beau pays,
qui a fait l'admiration du monde par sa beauté architecturale, paysagère, etc., terminera en fait en capilotade. Donc, voilà, il faut pas baisser les bras. Hein. J'ai toujours mauvaise conscience parce que j'évoque une situation qui est objectivement dramatique, mais moi je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent que c'est pas parce que la situation aujourd'hui est dramatique qu'elle est désespérée. Ce sont des mauvaises décisions politiques qui ont entraîné la situation que nous vivons. Ça veut dire que les bonnes décisions politiques, demain, peuvent évidemment considérablement, et dans certains domaines, rectifier la situation très rapidement. Je dis dans certains domaines très rapidement parce que chacun est bien conscient que les générations sacrifiées par une école qui ne remplit plus son rôle resteront des générations sacrifiées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas par ailleurs leur venir en aide, mais voilà, il faut être aussi conscient que les décisions politiques peuvent avoir des conséquences qui sont des conséquences, pour certaines, définitives. On parlait de l'énergie tout à l'heure. Emmanuel Macron, en 2017, voulait supprimer 14 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, il nous explique, 7 ans plus tard, qu'il faut en faire 14 de plus. Il y avait juste 28 réacteurs de différence. Enfin, vous croyez pas que c'est... Vous croyez que c'est sérieux, ça ? C'est sérieux comme changement de... Mais ils auraient pu tuer notre nucléaire. Et s'ils avaient tué notre nucléaire, parce que quand on est politique et qu'on dit on va supprimer les réacteurs nucléaires, les jeunes, ils ne se forment plus dans le domaine du nucléaire. Et puis, le savoir-faire, il se perd. L'expertise, elle se perd. Et donc, pour remonter une industrie, vous imaginez, telle que celle-là, il faut des décennies et des décennies. Donc, ces gens sont dangereux dans les décisions qu'ils prennent. Vous voyez ? Alors, il y a certaines décisions qui sont très rapides pour obtenir des très bons résultats. Il y en a d'autres qui nécessiteront évidemment un travail plus long. Mais nous l'aurons engagé. Voilà. Et avec volonté. Nous arrivons, Madame la Présidente, au terme de cet entretien. Nous avons contemplé ensemble un tableau assez sombre et vous avez répondu en partie à la question que je m'apprêtais à vous poser, qui est une question très simple. Êtes-vous optimiste, Marine Le Pen ? Oui, mais si je ne croyais pas que la France avait en elle une incroyable capacité de rebond, si je ne croyais pas que le peuple français a en lui la volonté, le génie, l'énergie pour renaître de la situation actuelle, je ferais autre chose. J'ai pas le goût de l'effort inutile. Bon, je le dis souvent, mais c'est vrai. Donc si j'y croyais pas, je ne serais pas devant vous. Je ne serais pas candidate à la présidentielle. Bien entendu que ça n'est pas parce que la situation de la France est aujourd'hui extrêmement difficile que la France est condamnée à la mort, condamnée à la disparition ou condamnée à sortir de l'histoire. Je suis même absolument convaincu du contraire. Mais il va falloir mettre en œuvre une période qu'on a peut-être déjà connue. C'est la Renaissance. La Renaissance, c'est pas la France comme avant, c'est pas revenir à l'ancien temps, c'est monter. Car on peut monter, et on peut monter très haut, parce qu'on est la France. Merci Marine Le Pen. Merci Marine Le Pen.